Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et j'attendais pas forcément ce boîtier, mais il promet d'être vraiment très bien, donc je vais en parler. On fait du coup une vidéo sur le Panasonic S5 Mark II. Alors Panasonic a toujours été intéressant, mais a toujours posé de problème à beaucoup de vidéastes, puisque les photographes n'avaient pas du tout de problème peut-être un petit peu avec ce type d'autofocus, mais c'était moins problématique en photo. Et donc, bien évidemment, ce qu'augure ce S5 Mark II, c'est un autofocus de phase. Donc, le premier de sa génération, qui marche toujours avec le DFD, donc le Depth from Defocus de chez Panasonic, sauf que maintenant on a un AF de phase en plus d'avoir un AF de contraste, et donc c'est le meilleur type d'autofocus, quoi qu'en pensent les amateurs de Canon. Chez Sony, ça donne un autofocus qui est très précis et qui marche à la fois en basse et en basse lumière, en surexposition et en sous-exposition, ce qui n'est pas le cas chez Canon parce qu'il n'y a que l'AF de phase et c'est pas soutenu par un AF de contraste qui permet d'être vraiment précis et de pouvoir se repérer via autre chose que la phase qui n'est pas forcément précise pour absolument tout. Donc ça peut donner un avantage certain à cet appareil photo et ça redistribue un peu les cartes. Mais du coup ici on va parler de ce qu'a d'intéressant l'appareil photo. Donc on arrive ici, donc il y a deux boîtiers qui vont être lancés, le S5 et le S5 Mark II et le S5 Mark II X. De ce que je sais, le S5 Mark II X arrivera un petit peu plus tard et il a plus de fonctions que le S5 Mark II. Et en France ou en Europe, il sera 300 € plus cher. Donc le S5 Mark II, ce sera 2199 € et le S5 Mark II X, ce sera 2499 €. Et les fonctions en plus valent le prix, mais c'est dommage parce que ça pourrait être complètement dans le S5 Mark II. Donc il faut un petit peu monter le prix et il y a quelques fonctions qui vont être vraiment très intéressantes. C'est bien évidemment que tourner pour la vidéo. Donc si vous faites un peu les deux et que vous n'avez pas forcément besoin des nouvelles fonctions du S5 Mark II X, eh ben, ça ne vous intéresserait pas. Mais si vous êtes vraiment un vidéaste qui n'a pas forcément beaucoup de sous ou a plein d'optiques Lumix Panasonic, et ben ce sera intéressant pour vous, et même pour tout ce qui est L-mount, pas forcément chez Leica puisque ça coûte très cher, mais surtout pour toutes les optiques qu'on va avoir chez Sigma, donc c'est assez intéressant d'avoir cet autofocus de phase, et voilà, ça permettra un petit peu de redistribuer les cartes. Donc on arrive ici sur la page, et je vous montrerai comme d'habitude les spécifications. Donc si vous n'êtes pas intéressé par ça, ne regardez pas la vidéo, ne venez pas me dire après que j'ai fait une vidéo qui vous intéresse pas. Si elle vous intéresse pas déjà à la base, ne venez pas regarder la vidéo. Donc on va vraiment parler des choses qui vont être intéressantes et bien évidemment un peu moins intéressantes sur le boîtier. Hop, donc explorer votre univers créatif. Donc voilà, on va un petit peu passer. Fonction. Donc bien évidemment, la première fonction intéressante, c'est l'AF à détection de phase. Donc c'est le premier de sa génération. Donc il faut s'attendre à pas avoir des performances équivalentes à ce que pourrait avoir Sony, mais ce sera déjà beaucoup mieux que ce que faisait Panasonic avant, et avec des résultats étonnamment bons, surtout à côté de, comme je vous l'ai dit, par exemple Canon, et même peut-être Fujifilm, qui est pas mal, mais par exemple avec le XH2 que j'utilise, il y a des problèmes, notamment logiciels dans l'autofocus, mais si vous voulez voir ça, je vous montrerai ça dans le test que je suis en train d'écrire et de tourner. Hop, donc du coup, voilà, détection de phase, donc hybride, comme chez Sony, et comme chez Fujifilm et bien évidemment Nikon. Hop, tac tac, technologie stabilisation. Alors la stabilisation apparemment est très bonne, mais suivant les tests que j'ai regardés, il y a un firmware qui permet apparemment, Gerald London, qui est ma référence en vidéo, à tester le Lumix, et genre ils lui ont donné un firmware qui permettait de ne pas avoir de wobbling jusqu'à 20 mm, mais avec le 18 mm 1.8 par exemple, c'est quand même assez perceptible. Mais sinon, si vous prenez par exemple l'optique de kit, qui sera la meilleure optique de kit, et si vous ne savez pas pourquoi vous allez avoir une version K de l'appareil photo, c'est juste avec l'objectif de kit, qui est très bien, un 20-60, très bien parce qu'il y a 20 mm dedans, et ça vous permettra de ne pas forcément avoir besoin d'acheter un 20 mm. Si par exemple j'avais besoin du S5 II
parce que j'y ai déjà pensé, mais j'ai quand même trop d'appareils photo, donc je ne vais pas l'acheter, mais c'est quand même un très bon appareil photo. Si vous avez besoin de ça en intérieur, eh ben, vous aurez 20 à 60 mm, ce qui couvrira pratiquement tous les besoins d'un studio, que ce soit pour faire des prises de vue, des inserts, ou vous filmer en train de parler. Par exemple, là j'ai le 13 mm Viltrox, qui est un équivalent 20 mm, et donc voilà, c'est très bien. La stabilisation du coup est vraiment très très bonne, hein. Au-delà de 20 mm, c'est mieux que ce que fait Canon, et donc c'est mieux que ce que fait pratiquement tout le monde au final, hein, surtout Sony, même si Sony s'est amélioré avec le A7R5. On aura un système vachement innovant, parce que c'est le premier appareil photo qui a un ventilateur, mais qui ne change pas drastiquement sa taille. Le faux prisme sera un petit peu plus gros, pour accommoder le ventilateur que vous pouvez voir du coup ici, et pour moi c'est vraiment assez génial, hein. Le boîtier prend pas plus de place, et pourtant il a une ventilation et il est tropicalisé, donc peut-être pas aussi bien que un S1 ou des choses dans le genre, mais c'est vraiment quelque chose de très bien. Et donc l'appareil photo est testé à 40 degrés. Pour rappel, la plupart des appareils photo sont testés à 28 degrés dans leur surchauffe. Donc voilà, ça a été testé et apparemment ça marche très très bien, avec une limite à 30 minutes lorsque vous n'activez pas la limite de température haute, mais si vous activez la limite de température haute, vous n'êtes absolument plus limité en termes d'enregistrement. Hop, donc vous avez du 422 10 bits C4K 60 et 50, donc là il y a la petite astérix, parce que comme le S5, c'est toujours de l'APS-C. Donc voilà, un petit défaut qui le fera un peu ressembler à la 7.4 sans avoir forcément la même définition. Mais il a quand même des qualités que n'a pas la 7.4. Et je parlerai après de ce que ça peut pousser Sony à faire, j'espère. Bon, qualité supérieure d'image, voilà, étalonnage, donc on va aller assez vite, voilà. Tropicalisation, donc c'est toujours intéressant à avoir. Les boutons, donc c'est du Lumix, donc si vous aimez, c'est bien, si vous aimez pas, c'est un petit peu dommage. Ce qui est un petit peu dommage, je trouve, avec les Lumix, c'est qu'ils ont tendance à changer d'un boîtier à l'autre. Donc, si vous. Enfin, il faut s'habituer à tout le temps avoir une ergonomie différente. C'est comme si vous passiez sur des nouveaux boîtiers à chaque fois. Enfin, de nouvelles marques d'appareils photo à chaque fois. Hop, donc on a le S52X. Donc, qu'on verra après. Du coup, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir avant d'aller dans les caractéristiques techniques? Donc voilà, caractéristiques techniques. Est-ce qu'on peut voir tout? Voilà, on va les afficher ici, même si on les a déjà au-dessus. Hop. Du coup, est-ce que si je fais ça, ça va rester ici? Donc voilà. Donc on a un capteur de 24,2 millions de pixels, ça ne change pas, mais c'est un nouveau capteur vu qu'il y a l'autofocus de phase, qui, je le rappelle, sont des pixels pris sur le capteur pour faire l'autofocus. Ce qui potentiellement est meilleur que, de toute façon, même en phase que Canon, parce que ça sépare les pixels en deux. Donc en fait, en termes de résolution, c'est pas un pixel en deux, ça le rend moins sensible à la lumière. On a un écran 1,840K, donc c'est dans la norme, hein. Je crois que c'est exactement ce qu'a le Fujifilm X-H2. On a un viseur de 3,68 millions de pixels avec un grossissement de 0,78. Donc potentiellement c'est le viseur vendu par Sony, parce que c'est exactement les caractéristiques qu'a la 7.4. Donc ça se trouve c'est exactement le même viseur à l'intérieur. C'est possible, hein, parce que Sony aime bien vendre ses pièces à qui veut les acheter, hein, je le rappelle, hein. Bon, après c'est différent chez Canon, mais on a le même écran, mais c'est l'optique qui est différente derrière. Mais là ça a le potentiel d'être exactement la même optique qu'on aurait sur le A7 IV, donc un viseur qui est plutôt intéressant. Et le Huton a l'air plus large, donc ça a l'air d'être plus efficace pour masquer la lumière que sur l'A7 IV. Donc on a de la taille ici, donc monture L, donc intéressant pour les optiques Sigma, ce qui peut même apporter à Sigma, hein, au final, qui peut être vraiment très très bien, au-delà de juste faire des optiques intéressantes pour Sony, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, pour l'instant c'est les optiques E qui leur permettent de vivre. Mais si les Panasonic maintenant se mettent à avoir un très très bon autofocus, eh ben, ça pourra faire de la concurrence qui rendra Sigma plus fort et potentiellement nous donner encore des meilleures optiques. Et donc voilà. Tac, tac, donc effectif total de pixels 25,28. Voilà. Donc c'est après avoir enlevé tous les photosites qui servent à rien et ceux qui servent à faire l'autofocus. Puisque je vous le rappelle, hein, un pixel c'est composé de 4 photosites, 2 verts, un bleu, un rouge. Hop. Donc il y a le revêtement.
capteur 3,5. Hop, donc je vais assez vite là-dessus. Donc on a plein de formats différents. Moi je trouve que c'est intéressant à partir du moment où on a un capteur par exemple de 40 millions de pixels, mais à 24 je trouve ça quand même limite de faire ça puisqu'on tombe à quoi, 20 millions. Enfin bref, je vais passer un petit peu là-dessus. Donc vous pouvez voir hein, les caractéristiques et de toute façon vous pouvez y retourner si vous voulez. On peut faire en Super 35 aussi, donc, mais ça vous donnera moins de 10 millions de pixels, donc c'est pas forcément terrible. 10 ou 11, je sais plus. Hop, donc on a du MOV, du H264, donc H264 MP4 AVC, du H265 HEVC, donc le standard. Et on peut choisir, je pense, entre MOV et MP4 comme on veut, contrairement à lui là, qui fait que du MOV et qui fait que du MP4 en H264 8 bits. Hop, alors, en format audio, LPCM 48, ah c'est pas mal ça. En MOV, donc c'est ça l'intérêt en fait d'avoir du MOV surtout dans un appareil photo, c'est qu'on va être en audio 24 bits. Après on restera quand même en jack, donc ça peut être bien ou ça peut être moins bien. C'est ça la grosse différence parce qu'aujourd'hui le MP4 n'a plus de différence en termes de qualité. C'est surtout que l'audio sera beaucoup plus compressé, donc en fait c'est pas qu'il soit de moins bonne qualité, mais vous aurez une plage plus réduite en termes de ce que vous pouvez enregistrer. D'ailleurs j'espère que comment dire ça, XH2 n'est pas en train de cramer parce que je ne sais jamais comment le régler l'appareil photo. Donc si c'est saturé, c'est de ma faute parce que j'ai mal enregistré parce que le préampli est assez chaud sur le XH2. Toc toc toc, lors du branchement. Attends, c'est quoi? Ah, attends, 40, voilà, c'est ça. En 48 kHz, oui. Et si vous voulez le 96, donc c'est bien 24 bits, mais si vous voulez le 96, ce sera que avec le module XLR de chez Panasonic, ce qui est intéressant hein, aussi parce qu'il y a un module XLR, donc maintenant on en trouve un petit peu partout, mais voilà, c'est quand même assez intéressant. Et en fait, plutôt que de prendre la prise jack sur le module, il va la chercher sur l'appareil photo. Ce que peut faire aussi, je crois, Fujifilm, mais bon, on n'est pas pour parler de ça. Donc on est en 60, 50 et 24 Hz, donc standard. Hop, NTSC PAL. Alors voilà. Du coup, ce qui va être intéressant sur l'appareil photo, contrairement par exemple au Sony et même au comment dire ça, Canon, puisque ils le font pas en interne, c'est qu'on a de la 6K. Donc la 6K standard, donc en 16 neuvième ou en 17 neuvième, je pense. Donc on a, non, on l'a en 3,5 aussi, donc on l'a en open gate ici. Hop, donc on l'a en 4.2.0, 10 bits, en H265. Donc c'est bien parce que bah, ça passe dans la SD déjà, assez facilement, même si on verra que sur le S5 2X, on peut faire quand même de la compression un peu différente. Mais voilà, c'est quand même bien, surtout pour pour le montage du 6K comme ça, c'est beaucoup plus facile à lire que du 4.2.2, donc c'est intéressant, même si c'est dommage qu'on n'ait pas l'option d'avoir le 4.2.2 directement dans l'appareil photo. 200 mégabits par seconde en 30 images par seconde et en 3, oui, c'est plutôt pas mal. Faut voir ce que ça fait en 50, mais on n'a pas le 6K en 50. Donc on l'a en 24 images par seconde et en 30 images par seconde. Hop, donc on a 5,9K aussi en 16 neuvième. Ah voilà, donc le 6K est en 17 neuvième, mais donc ce qui semble plus ou moins logique. Non, parce que, enfin bref, c'est la logique de Panasonic. On a du C4K, donc du 4096 par 2160. Si vous écoutez ce que je vous dis, c'est le format que je conseille en général, puisqu'on peut en faire toujours de l'UHD, donc de la 4K standard, puisqu'on a plus de pixels en largeur. Donc on peut finalement comment dire ça, rescaler, le mettre, le rescaler. Enfin bref, on peut le remettre comment dire, dans le même format que l'UHD sans perdre de pixels au final. Donc on a la Full HD, mais on ne va pas l'avoir en cinéma Full HD. Je ne sais pas comment c'est ça, donc on l'a que en 1920. Hop, et après on a le 60 images par seconde en APS-C. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis aussi le 50. Donc on l'a en C4K. Donc vous avez toutes les compressions ici, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Hop, 4.2.2, 4.2.2. Donc voilà, le 4K est en 4.2.2, mais pas tous les formats au-dessus. Hop, le HD aussi.
le Full HD aussi. Hop, donc on a le LPCM, donc on a tout le 24 bits. Est-ce qu'on l'a ici? Ouais. Et on a beaucoup moins de format du coup lorsqu'on est ici. Hop. On a le format aussi 3,3K qui nous permet de desqueezer, enfin faire de l'anamorphique au final, donc desqueezer. Ce qui est marrant, c'est que du coup c'est la même chose que faire de la 6K, sauf que ça prend moins de place, donc ça peut être intéressant, mais du coup on n'a plus la 4K. Donc ça vous de voir si ça vous intéresse. Donc on a les 119 images par seconde. Donc c'est en APS-C. MOV 50, voilà. Attends, full. Attends, on l'a en full? Ah, oh. Ah bon. Bon, à vérifier, hein, mais apparemment, ils disent APS-C, on aurait le 50 images par seconde en plein format. Ce qui me semble assez étrange. Parce que tous les formats de promo disaient que c'était de l'APS-C, donc c'est peut-être une erreur de chez Panasonic, mais voilà, donc on a du 6K. Attends, c'est bizarre ça. 50 Hz. Ah non, 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 non. Ok, d'accord. 60 Hz, donc là on a, hop, excusez-moi. Donc voilà, on est bien en APS-C. Ici, 50 Hz. Voilà, parce que après on a, voilà, j'ai pas, désolé, on a, donc ça traduit juste le fait que ce soit ici du NTSC, et donc là on va voir voilà, exactement APS-C en 50 Hz, donc 25 images par seconde. Voilà, donc on n'a que 25 images par seconde, puisque 30 images par seconde c'est du NTSC. Donc on a 50 images par seconde qu'on a en Full HD, en plein format, mais dès qu'on va passer en APS-C, on aura du coup le 50 images par seconde, voilà. Et après on va passer aux 100 images par seconde. Alors je ne sais pas si c'est directement ralenti, c'est pas indiqué ici. Et en 24 Hz, on aura, voilà, ok d'accord. C'est structuré comme ça. C'est vraiment super précis, hein. Au moins on sait où on va avec eux, hein. Et on a vraiment le 60 Hz pour les 60 images par seconde, 120 images par seconde et 30 images par seconde. Et après le 24 Hz pour le juste 24 images par seconde. Et aussi on a la possibilité de faire du 48 images par seconde. Donc avoir un truc qui est plus fluide si on utilise du 24p tout simplement et qu'on ne veut pas forcément le ralentir. On veut faire du speed ramping ou des choses dans le genre, ça sera moins saccadé que du 60 images par seconde. Et on a du coup beaucoup de formats différents, mais dans tous les cas, on sera, on sera sur du long up, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas de All Intra dans le S5 Mark II. Voilà. Hop. Voilà, donc on a bien comment dire ça, de la HD, 100 images par seconde ou 120 images par seconde en direct. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Moi, j'adore ça. Enfin, j'avais ça sur la C-Test3 et je trouve ça bien justement pour faire du speed ramping parce qu'on peut aller à vitesse normale, donc être en 24 images par seconde, ralentir son image pour tomber sur les 120 images par seconde, donc remis en 24 images par seconde, et après repasser à une vitesse normale et repasser dans un autre, comment dire ça, une autre séquence où on sera en 24 images par seconde. Et là, on a le directement ralenti, donc on l'a en 50 images. Donc c'est le mode basiquement SNQ de chez Sony. Donc on peut le ralentir directement comme on veut. Moi je me sers souvent de ça pour faire par exemple mes tests de surchauffe, pour pas enregistrer des heures et des heures de film. Mais vous pouvez vous en servir pour absolument ce que vous voulez. Si vous voulez directement que du ralenti, ce sera intéressant. Mais c'est bien d'avoir les deux du coup, parce que tous les appareils photo ne font pas ça. Donc c'est bien de le dire. Donc après viseur, 3,68 millions de pixels, comme je vous l'ai dit, c'est un grossissement de 0,78 à 50. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près la même chose que fait le Sony A7 IV, et on a 120 et 60 images par seconde. On n'a pas 240 images par seconde. Après, ça reste quand même assez rare. On a un écran orientable, mais orientable basique. On n'aura pas le système du GH6 dessus, et donc bien évidemment système à détection de phase et détection de contraste avec le DFD, donc ça promet des choses assez intéressantes, bien que on n'a pas encore, comment dire ça, toutes les détections qu'on a maintenant sur les Sony et les Canon, et même le Fujifilm X-H2 est très très bon et X-H2S sont très très bons en détection. Okay, donc on a plein, donc là on a plein d'options
qui vont être vidéo. Donc c'est ça qui va être intéressant avec le Panasonic S5 Mark II. Donc je vais un peu passer tout ça. On a le Vlog 320, 640, 5200. Ok. Donc on a tout ça en ISO. Sachant qu'on a deux plages, on a le 640 en base et le 4000 ISO, et les dynamiques sont à peu près égales. On est un peu moins élevé sur le 4000 ISO, mais c'est plutôt pas mal au final. Donc voilà, les dual ISO natifs. Donc 100, 640 donc en normal, et dès qu'on va passer en Vlog, ce sera 640 et 4000. Et si vous ne savez pas pourquoi, c'est pour avoir le plus de dynamique. Donc en fait, ça prend les hautes lumières à 640. Je ne sais plus si c'est les hautes lumières ou les... Je crois que ça prend les hautes lumières à 640 ISO, et ça prend les basses lumières à ISO moins élevé pour avoir beaucoup plus de dynamique à chaque fois. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas un ISO natif qui est de 100, parce qu'on aurait beaucoup moins de dynamique. Et ça dépend, je ne sais pas si on peut descendre, normalement on peut descendre à 320 apparemment, mais le petit astérix semble dire qu'il y a moins de dynamique. Du coup, c'est voilà, ce que vous échangez, avoir une exposition qui est meilleure dans certaines situations, c'est quand vous ne pouvez pas exposer comme vous voulez et vouloir ouvrir plus, mais du coup vous perdez de la dynamique, donc il faudra forcément bien exposer et être au courant du fait que vous allez perdre de la dynamique en faisant ça. Et donc le HLG c'est un petit peu différent, donc il y a un petit peu moins de dynamique je pense dans le HLG que dans le Vlog. C'est souvent ça que ça traduit des ISO natifs un petit peu plus bas, enfin après ça dépend, mais voilà. Et le Cinelike, donc il doit être une version un peu plus facile à retoucher d'un log, donc avec un petit peu plus de dynamique que le normal, mais pas autant que le Vlog. Et donc il peut se retoucher sans avoir besoin de LUT, juste du contraste, de la saturation, et peut-être un petit peu de changement de haute lumière et de basse lumière, mais ce sera correct direct sans avoir à passer par, comment dire ça, une transformation d'espace de couleur. Le système 5 axes, qui est plutôt réaliste, parce qu'il indique 6,5, alors que Canon indique 8. C'est souvent pas ça. Hop, balance des blancs. Alors ce qui serait intéressant, après chez Lumix si vous le savez, c'est qu'on a comme chez Sony ou comme chez Fujifilm, on a un système qui permet de précisément voir sa balance des blancs et même de voir son exposition en fonction des zones de la scène, ce qui est plutôt pas mal au final. Mais je crois qu'il y a le même défaut que chez Fujifilm, où lorsque vous faites une balance des blancs personnalisée, vous avez votre balance des blancs personnalisée avec votre grille 18%, mais elle n'est pas indiquée sur l'appareil photo. C'est bien d'avoir une lecture. Moi j'aime bien avoir la lecture des Kelvin pour pouvoir comment le faire, m'en servir sur d'autres appareils photo, le cas échéant, comme par exemple sur mon Canon qui n'a pas un système intéressant de balance des blancs, comment dire ça, personnalisé en vidéo. Donc là on a l'obturateur standard, donc hop, un 8 mm à 60 secondes. C'est intéressant, mais je ne sais pas s'il y a un mode comme Canon, parce que ce qui est intéressant avec Canon, c'est que en pose B, donc lorsque vous appuyez sur le déclencheur et que vous maintenez l'obturateur ouvert le temps que vous voulez, et ben, il y a un mode qui permet de sélectionner une plage de temps jusqu'à 24 heures au final. Donc c'est très intéressant chez Canon. Je ne sais pas s'il y a ça ici, mais on a quand même, le cas échéant, quand même 60 secondes. Et sinon, l'obturateur électronique devant, pause en temps max, on a maximum 30 minutes. Ok. Obturateur électronique, maximum 60 secondes. Ce qui est pas mal, puisqu'il y a des obturateurs électroniques qui font un quart de seconde, je crois. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Retardateur, donc je regarde un petit peu tout, mais je vous laisserai aller regarder les spécifications pour voir ce qu'il y a vraiment d'intéressant. Donc obturation mécanique, c'est là où un peu le bas blesse. En AFS, 9 images par seconde. En AFC, 7 images par seconde. Mais après, en obturateur électronique, on a 30 images par seconde. Sachant que le rolling shutter n'est pas vraiment meilleur qu'un A7 IV, où c'est relativement marginal. À vous de voir si, suivant ce que vous faites en termes de photos, si le rolling shutter se verra beaucoup. Parce que si vous faites par exemple des sports comme du tennis ou des choses dans le genre,
c'est assez compliqué de pas utiliser un appareil photo qui a un capteur empilé. Mais après, voilà, c'est c'est votre goût au final qui va déterminer si vous acceptez le rolling shutter ou pas. Hop, et du coup, ici, donc on a tout ça. Hop, RAW JPEG. Ah oui, ce qui est assez marrant. Voilà, ce qui est assez marrant contrairement à beaucoup d'autres fabricants, donc c'est là où Lumix devra un petit peu évoluer. Il n'y a pas de recompressé là-dedans. Absolument pas. C'est un des seuls fabricants parce que avec la tendance actuelle qui est de faire du RAW compressé sans perte, comme ce que fait Canon depuis très très longtemps, hein, depuis qui fait des appareils photo au final numérique, réflexe, et ben on a du RAW compressé. Maintenant, Nikon est passé au RAW compressé sans perte. Chez Sony, il y a deux options de compression, donc compression sans perte et de la compression avec perte. Et ici, on n'a que du RAW. Voilà. Mais c'est plutôt pas mal puisque le buffer peut faire 200 images sur des UHS 2, hein, parce que c'est ça, une qualité et un défaut, comme le R6 Mark II, on ne sera que sur des UHS 2, donc ça limite un petit peu l'enregistrement, et c'est peut-être pour ça que l'appareil photo est limité. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il y a le S5 Mark II X qui est derrière, et qui lui n'a pas l'air d'avoir les mêmes limitations, même avec ses SD, donc on verra ça juste après. Donc Flash, je vais passer vite fait, puisque c'est pas vraiment mon dada. Hop, conversion extra. Ah, on a un un convertisseur électronique deux fois, comme chez Fujifilm. Chez Sony, c'est 1,5. Après, il y a beaucoup plus, mais c'est avec perte. Donc on a le crop APS-C. Ah oui, d'accord, on peut faire un 9 APS-C. Ah, par contre, c'est que sur les photos, on l'a pas en vidéo. Style photo, filtre. Je sais pas si je pourrais parler de tout en vidéo, si c'est affiché là-dedans. Parce qu'il y a des choses intéressantes, notamment le Vlog, c'est un des meilleurs logs, puisque on peut s'en servir pour passer dans un profil de couleur d'une autre caméra. Donc par exemple, pour faire du S-Log 3, Vlog vers S-Log 3, et ça passe très très bien. Donc on peut le mettre dans un workflow d'autres appareils photo sans aucun problème, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres appareils photo. Ah tiens, donc on est en fonction vidéo, parce qu'il y a un truc que j'ai vu qui est intéressant, qui est comme chez Fujifilm et que beaucoup de gens n'ont pas compris. Hop, oui, niveau de luminance, donc 8 bits, tac, 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 donc c'est le niveau de base. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis, ah oui, il y a plusieurs niveaux de luminance, mais je sais pas pourquoi, parce que, il faudrait qu'on m'explique. Parce que par exemple chez Fujifilm, je sais que par exemple le 64-940, c'est ce qu'on utilise pour par exemple le ProRes. Mais là apparemment il n'y a pas de ProRes. Donc est-ce que c'est moi qui n'ai rien compris? Parce que là-dedans, en tout cas, on a trois niveaux. Donc il faudra bien faire attention avec ça, à bien se renseigner et à pas forcément utiliser le full range qui est le 0 à 1023 et le 0 à 255. Parce que c'est pas forcément ce qu'il faut utiliser tout le temps. Je sais pas si le vlog utilise la plage réduite ou large, ou la plage semi-réduite. Enfin bref. Hop, barre de couleur. Tac, tac. Assistance, ouais. Donc on a ce qui permet d'avoir directement une vue avec un LUT dessus. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre nos propres LUT et avoir plusieurs LUT enregistrés. Donc suivant les situations, on peut changer la LUT, le LUT. Je sais pas comment dire ça en français. Et apparemment, on peut directement soit l'avoir avec soi, je crois qu'on peut l'enregistrer sur la carte, soit l'avoir directement mis dans le fichier. Donc voilà. On a la disqueeze en anamorphique, donc les ratios d'aspect qui sont disponibles en fonction des optiques que vous aurez. Hop, genou, ouais. Donc en tout cas, il y a plein d'options vachement intéressantes pour faire de la vidéo. Bouton de fonction, waouh, il y a tout. Donc là, je ne vais pas rester là-dessus. Il y a tout, en fait, là, ce qui est indiqué, c'est tout ce qu'on peut, comment dire ça, je vais y arriver, tout ce qu'on peut enregistrer sur les touches. La personnalisation est indiquée avec tout. Voilà, tout ce qui est là. Donc si vous êtes intéressé par voir ce qu'il y a ici,
D'ailleurs, on peut changer le cumul de place, donc ça peut être quelque chose de pas mal. On a lecture, donc enregistrement, c'est soit en vidéo, soit en photo. Je sais pas si l'appareil photo sépare les deux, ce serait bien, pas comme chez Fuji. D'avoir les réglages différents en photo et en vidéo. Et en lecture, c'est ce qu'on peut mettre lorsqu'on est bien évidemment en train de regarder ses photos, puisqu'il y a des personnalisations qui peuvent être intéressantes, par exemple changer de carte, ou des choses qui peuvent être intéressantes, comme faire de la retouche si on aime bien faire ça, ou des choses assez intéressantes. Donc on a de l'USB type C super fast 10 gigabits par seconde. Après ça ne dit pas ce que c'est capable d'utiliser pour la charge. Donc je pourrais pas vous indiquer. Il faudrait l'appareil photo pour pouvoir vous indiquer ce que fait l'appareil photo. Parce que par exemple je peux vous dire que le XH2, en l'ayant testé avec ça, ça fait du 13 watts en général. Donc du 5 volts 3 ampères. Et lorsqu'il est allumé, ça prend 7 watts. Donc ça arrive à, comment dire ça, là, l'appareil photo se maintient allumé et la batterie ne baisse pas. Tac, tac, tac. HDMI, donc on peut sortir du 422 10 bits. Data sur 422 10 bits. Alors est-ce que... Alors ça c'est assez bizarre parce que est-ce que on a l'option de faire du 6K 422 lorsque... c'est assez bizarre. Est-ce qu'on a l'option de faire du 6K 422 ou est-ce que c'est comme d'habitude juste le 4K qui peut sortir en 422? Hop, lecture. Donc jack 2.5, entrée à distance. Ça c'est le port qui est d'ailleurs aussi chez Fuji au même endroit. C'est le port télécommande qui est placé juste au-dessus du port de carte, qui est vachement intéressant sur ces de l'avoir ici, parce que de l'avoir au milieu des autres ports, c'est pas forcément le mieux. Et là, comme chez Fujifilm, c'est assez intéressant. Hop. Donc, microphone XLR, oui, avec le module XLR qui est vendu séparément. Je sais pas combien il coûte. Je sais pas si c'est plus cher que celui de Sony. J'espère en tout cas que c'est moins cher que le Tascam. Donc, logement SD. Donc, on a SD, HC, XC, donc standard UHS2. Classe V90. Moi, je conseille toujours les Angelbird AV Pro parce que, elles sont toujours V90, sauf qu'elles ont 260 MO par seconde de vitesse de base. Donc, vous pouvez enregistrer pas mal de trucs dessus et surtout avoir une très bonne rafale avec. Puisque le problème, c'est que ça reste capé à V90 si votre appareil photo lit l'inscription de vitesse de base. Par exemple, chez Sony, même si avec ces cartes-là, on pourrait enregistrer tous les modes, c'est pas possible. Hop, TC in-out, exécution d'enregistrement, code temporel, non. Je crois. On a quand même... on l'a via l'HDMI. On n'a pas de timecode en interne. Alors là, on s'est fait pour voir, bref. Wi-Fi. Ouais, donc standard. Hop. Batterie qui est la même que le GS6 et que le premier S5. Norme SIPA 370. Voilà, ça doit être assez, comment dire ça. Ça doit être revu à la baisse parce que ça fait pas beaucoup. Je pense que l'appareil photo peut faire plus. Enregistrement continu, 90 minutes en APS-C. Ouais, ça semble assez logique. En 60p, ouais. 130 minutes en utilisation normale, full, donc 24, 25 ou 30 images par seconde. Ok. Temps d'enregistrement réel. Ah oui, c'est genre si vous vous arrêtez à chaque fois. Ok. Donc le grip c'est le même que le S5 au final. Hop, environnement d'utilisation 0 à 42. Voilà, c'est ce que je disais. Donc au final il est calculé pour pouvoir marcher jusque là. Logiciel Panasonic. Donc voilà, le cas, il va avoir l'objectif, voilà, en plus. Et le W, c'est quoi ça? Ok, d'accord. Donc il y a deux objectifs dans le W. Je ne saurais pas lequel.
Donc à propos de l'enregistrement, 30 minutes, le mode de gestion thermique est défini sur standard. Donc c'est ce que je disais, si vous le mettez sur haut, et ben vous passez au-delà des 30 minutes. Les cartes qui peuvent être utilisées varient en fonction des débits, voilà c'est ça. Vidéo avec 72 Mbps ou moins, carte mémoire SD speed, voilà, classe 10, donc les trucs, les classes 10 c'est vraiment les vieilles cartes SD, c'est ce qui est en dessous des V30 hein, au final, enfin c'est ce qui est considéré comme V30 je pense. Quoique là ils disent vidéo avec 200 Mbps ou moins, carte UHS1, UHS2, classe 3, voilà, classe... Ah oui, V30, donc oui, les 72 c'est carte encore plus vieille, je sais même pas si ça se vend encore. Je parle bien évidemment de celle-là. Moi j'ai pas vu que ça se vendait toujours hein, les cartes parce que pour rappel, hein, une V30 vous prenez, alors c'est le seul moment où je conseille des SanDisk, vous prenez les SanDisk qui sont dorés, maintenant regardez bien qu'ils sont V30, et ben voilà c'est la base hein, aujourd'hui. Et pour 128 Go vous en avez pour 20 euros donc c'est vraiment, vraiment pas cher. 30 minutes, 4 minutes, quoi. Ok. Ce qui est marrant c'est qu'ils parlent pas des cartes au-dessus. Donc ils disent juste qu'il peut y avoir des limites si vous êtes au niveau du V30. Alors que ça sera peut-être, du coup, il vous faudra peut-être juste une V60 ou une V90. Moi je conseillerais toujours quand même de prendre une V90, hein, parce qu'il y a quand même des enregistrements qui ont l'air quand même assez costauds là-dedans. Après c'est 200 Mbps, oui. Et puis ça a l'air d'être tout. Donc je pourrais pas tout vous indiquer là-dedans. Regardez bien évidemment les tests. On va juste regarder quand même le S5 II-X pour voir ce qu'il y a d'intéressant. Voilà, le Vlog a 14 stops de dynamique, ce qui est mieux que Canon, ce qui est un petit peu moins bon que Sony, mais à la retouche, je pense que c'est équivalent. Surtout qu'avec le Vlog, c'est quand même le plus flexible, donc on peut le remettre dans n'importe quel, dans beaucoup d'espaces de couleurs sans aucun problème. Et puis voilà, donc on va revenir ici, on a les mêmes choses. Hop, mauve, tac, tac, voilà. On a gagné l'Apple ProRes sur, donc là voilà, vraiment là comment dire ça, la plage réduite va être intéressant. C'est quoi? Le 94 640, on va regarder après. Hop, donc c'est pareil au niveau audio, tac tac, bon, mais on a gagné l'Apple ProRes, c'est quand même déjà très très bien. Et du coup, ce qui est assez étrange, c'est qu'il indique pas qu'il fait plus. Ah. Ce qui est assez étrange. Parce que, en fait, voilà. Je sais pas s'ils ont bien mis toutes les infos. Parce que, au final, l'appareil photo, le S5X Mark II, fait pas que du long up. Voilà. Ah, si. Donc, voilà. Déjà, un truc assez étrange, oui, il fait du All Intra, il fait pas du All Intra en 6K, il fait pas du All Intra en 5,9K, mais dès que vous passez à la C4K, on va avoir un enregistrement All Intra 422, donc c'est beaucoup moins intéressant tout de suite, je croyais, moi, que même le 6K serait en 422 10 bits, ce qui n'est pas le cas, au moins en interne, donc voilà, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Donc All Intra H264, donc ça c'est très bien par contre, c'est pas du All Intra H265, parce que le All Intra H265 c'est vraiment assez costaud pour les ordinateurs, donc là on se retrouve sur quelque chose d'assez correct, donc All Intra ici aussi en 4K standard, donc on a deux options, donc on a 20, on a deux options, on a l'option en 30 images par seconde, et comme vous voyez, le All Intra a un nombre de mégabits par seconde plus élevé, donc il sera plus qualitatif que le long up. Hop. Tac, tac, tac. 119. On l'a aussi en Full HD, le All Intra. Donc on a beaucoup plus de types d'enregistrements différents. Mais, mais du coup, voilà, le 6K, on a toujours que du 4.2.0. Donc je vais aller plus vite ici. Hop. Alors, est-ce que tous sont en ProRes? Je ne sais pas. Ah oui, et on a un truc qui va être intéressant. Alors, tac, tac, tac. Ah, voilà. Je me demandais un truc, c'est comment
qu'on fait pour enregistrer le All-Intra sur le S5 Mark II X. Et bien, c'est indiqué là. J'arrive. Alors là, ça marche. Le 400, ça a l'air de marcher. Par contre, dès qu'on passe ici avec voilà, le 60 images par seconde en 800 mégabits par seconde, donc les 400 mégabits par seconde n'ont pas encore été enregistrés sur une SD, ce qui semble logique en V90, puisque c'est ce que fait le Sony avec tous ses appareils photo au final. Mais là, lorsqu'on passe à 800 mégabits par seconde en All-Intra, 10 bits 422 H264, eh ben, il y a marqué enregistrement sur le SSD externe. Et c'est ça que va ajouter aussi le S5 Mark II X, c'est que vous pouvez maintenant enregistrer sur un SSD externe, ce que vous ne pouviez pas sur le S5 Mark II. Donc c'est un peu une pinguerie, parce que je pense que le S5 Mark II, via firmware, peut le faire. Mais voilà. Voilà. On a cette petite pinguerie au final. Et du coup, on l'a ici aussi pour le 48 images par seconde, 47,95. Hop. Tac, tac, tac. Ah, c'est intéressant ça. Donc, en fait, voilà, c'est ça. Donc, quand on est en... J'apprends la vie. Hein. Voilà, on l'a en 59,94 voilà, Hz. Mais voilà, si on est vraiment juste en 24 Hz, on aura vraiment le vrai 24p. Et donc là, voilà, ça s'enregistre sur la carte SD. Mais voilà, on gagne le All-Intra. On gagne aussi l'enregistrement sur SSD. Parce que, bien évidemment, rien ne vous empêche, même les enregistrements standards, de les mettre directement sur un SSD, ce qui sera vraiment plus pratique, parce que vous pouvez directement mettre ça dans votre ordi, plutôt que à chaque fois avoir à faire votre backup sur votre ordi ou votre SSD. Vous l'aurez déjà sur votre SSD pour le retoucher, parce que moi j'ai deux SSD, enfin un SSD et un disque dur directement branchés sur mon ordi pour en faire mes retouches. Là, ça peut être quelque chose de bien. Donc voilà. Est-ce qu'on a des choses en plus là-dessus? Je me souviens plus. On a plus beaucoup d'enregistrements. Voilà. On a aussi, voilà, du coup, on a ajouté enregistrement USB ou SSD externe. Et on a maintenant du RAW HDMI, ce qu'on n'avait pas avec le S5 Mark II. Même commentaire, ça serait possible, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu. Donc, on a du RAW 5,9K en 12 bits, donc RAW standard, hein, en 30 et 24 images par seconde, 4,1K, oui, pourquoi pas. Donc sûrement toujours en APS-C ça. Ah, voilà, donc en APS-C, parce que c'est marqué APS-C, merci, je sais lire. 50 Hz full, donc 25 images par seconde. Hop, tac, 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 APS-C pour le 50 Hz, donc voilà. Et on n'a pas de 24 Hz par contre. C'est ça? Non, on n'a pas de 24 images par seconde direct. Et puis voilà. Après aussi, voilà, encore un truc que je m'explique pas, le S5 2X a la diffusion directe en USB, donc ce que fait le R6 Mark II et avant lui le A7 IV, mais pas le S5 Mark II. Voilà, alors que c'est le même processeur à l'intérieur. Donc on a la possibilité de faire en Wi-Fi 50 images par seconde en... pourquoi je dis en quoi 50 images par seconde ou 30 images par seconde en très peu de mégabits par seconde, mais voilà, ce sera déjà bien mieux que n'importe quelle webcam. Hop. Et voilà, on peut le faire aussi en connexion USB. Et là, on a quelque chose d'un peu mieux. Oui, on a quelque chose d'un peu mieux puisqu'on a aussi la 4K qui est disponible. Mais après, en Full HD, on reste sur le même 16 mégabits par seconde, 8 mégabits par seconde et 6 et 3. Hop, HD, donc en 720p ici, voilà. En LAN, ok. Voilà. Vous voyez qu'il y a pas mal d'options au final, et ça va être à peu près tout
qu'il va y avoir d'intéressant de plus sur le S5 Mark II X. Donc, c'est deux appareils photo qui sont assez intéressants et ils sont proposés à un prix vraiment très bon. Euh, Moi, je les trouve vraiment intéressants. Bon, moi, je ne vais pas en acheter un parce que bah, déjà, l'argent ne tombe pas du ciel. Et j'ai déjà un Fujifilm X-H2, un Canon EOS R3 et un A7 IV. Donc certes, je pourrais en vendre un pour acheter ça. Mais comme je commence à avoir une collection d'optiques, Sony et Canon surtout, et quelques optiques Fuji, enfin j'en ai deux. Donc j'ai le Viltrox 13 mm et cette petite pépite qui est le 17-1.4, hein, qui est un équivalent 28 mm, qui est ma focale préférée en photo. En vidéo c'est un petit peu compliqué puisque ça me permet un peu moins de faire des choses intéressantes. Donc je préfère le grand angle en vidéo et des focales un peu resserrées en photo, ce qui est un peu compliqué pour faire de l'hybride. Mais voilà, mais du coup, voilà, je peux pas me permettre d'acheter un appareil photo comme ça. Mais pour autant, je le trouve vraiment très intéressant. Notamment, enfin, je trouve le S5 2X plus intéressant parce que bien évidemment, il a plus de fonctions. Pour 300 € de plus, je trouve ça quand même dommage que on n'ait pas ces fonctions-là sur le S5 Mark II. Mais voilà, ça donne l'option aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, 2200 € pour ça, ça sera un bon hybride. Je dis pas que ce sera l'appareil photo parfait, parce qu'il y a encore des limitations en photo. Apparemment, il est plus long que d'autres appareils photo, il y a le rolling shutter, la sélection d'optique n'est pas forcément folle, il y a des bons sigma, mais il faut voir si la stabilisation marche bien avec. Mais pour ce qui est de la vidéo à ce prix-là, voilà, il n'y a pas de question à se poser, c'est vraiment très très bien. Ça ne fait pas tout ce que fait un GH6 par contre, mais on aura l'avantage d'avoir un meilleur autofocus, d'avoir des meilleures basses lumières. Donc voilà, l'appareil photo risque d'être vraiment très très bien. En plus, avec le S5 de X, on a cette option de pouvoir directement enregistrer sur des SSD, qui est la meilleure option qui ait jamais existé sur un appareil photo, hein. Et donc voilà. Ce que je trouve aussi dommage et qui me ferait pas l'acheter, c'est que bien évidemment ça reste du 24 millions de pixels et j'ai déjà mon R3 qui fait de la 6K. Il fait pas de l'open gate, mais pour ça, enfin voilà, je prends mon Fujifilm X-H2, j'ai de la 8K et certes je recrop dans l'image, mais j'ai toujours plus que de l'open gate 24 millions de pixels avec les 40 millions de pixels du X-H2, donc voilà, c'est plutôt pour moi entre les appareils photo que j'ai que je devrais choisir, et donc j'ai décidé bien évidemment de ne pas acheter, mais euh, comment, pour, enfin je le trouve vraiment très très bien, c'est ça la petite conclusion qu'il faut se dire, hein, c'est pas parce que moi je vais pas l'acheter que je trouve ça mauvais, c'était juste pour dire ça, je trouve que c'est enfin, vraiment l'appareil photo du moment qui est le plus cohérent, le A7 IV et le R6 Mark II ont du souci à se faire au final. Et j'espère, hein, Sony, que ça va enfin vous permettre de faire une chose que vous ne voulez pas faire depuis très très longtemps. C'est faire, alors je disais mettre du ProRes, pas forcément parce que comme eux ils ont leur propre format, comment dire ça, le XAVC SI, donc qui est leur format cinéma, qui est compressé à peu près de la même façon, un peu plus que du ProRes, mais pas tant que ça. Et puis c'est un format très très facile à lire et très très qualitatif. Euh, donc c'est quand même euh, pas mal, mais c'est surtout le fait qu'on n'ait pas comment dire ça, toute la définition du capteur qui soit disponible en vidéo. On est toujours sur de l'oversampling vers du 4K. Ce serait bien, par exemple, sur le A9 III, d'avoir enfin de la 6K ou même de la 7K si c'est le capteur empilé, enfin la version empilée du capteur de la 7 IV. Parce que ça commence à être un petit peu, comment dire ça, dommage de ne pas avoir cette option-là, et peut-être un petit peu plus de bitrate, ça ferait pas de mal aux fichiers Sony, ils restent vraiment dans leur truc, alors c'est très très bien, hein, mais voilà. Et après, chez Canon, ce serait bien du coup voyant l'arrivée d'appareils photo, comme ceux de chez Sony et de Panasonic, chez Panasonic, qui veut faire vachement de concurrence aussi au R6 Mark II, d'avoir une meilleure dynamique, ce qui sera vraiment quelque chose qui fera décider des gens qui font de la vidéo et qui acceptent pas forcément ce compromis chez Canon. Et même au niveau autofocus, ça ne dépassera pas ça un A7 IV, mais il y a fort à parier qu'en vidéo, ce soit meilleur qu'un Canon.
Voilà, j'ai pas de problème là-dessus. Dans certaines situations, mon Fujifilm X-H2 est meilleur en vidéo que mon Canon EOS R3. Donc je pense que niveau autofocus, un S5 Mark II, par certains aspects, sera meilleur. Apparemment, l'algorithme a quand même encore des petits problèmes, ce que je peux reprocher aussi à Fujifilm. Mais en termes de hardware, ça commence à être meilleur que ce que fait Canon. Et tant que de toute façon Canon n'aura pas de quad pixel qui permettra quand même d'avoir juste de l'AF de phase mais beaucoup plus précis, et ben on aura toujours un AF en vidéo qui sera un petit peu coup-ci coup-ça avec des gros problèmes en exposition. Et du coup voilà, il faut espérer que Canon mette enfin son à jour, donc comment dire ça, son quad pixel, et mettre aussi son C-Log 2 au lieu de ce C-Log 3 qui est au final pas mal, hein, puisque c'est en gros c'est un C-Log 2 au rabais qui a moins de dynamique. Donc voilà, de ce côté-là, c'est ça que je trouve intéressant aussi avec le S5 Mark II, c'est j'espère que ça va faire bouger les autres fabricants, et il y en a un qui a vraiment qui va vraiment avoir du mal derrière ça. Pour ces boîtiers moyenne gamme, ça va être Nikon, je ne sais pas ce qu'ils vont nous proposer. On va voir ça. Après, s'ils font des boîtiers du niveau je vais y arriver, du Z9, tout en ayant quelques compromis, ça pourra aller. Mais voilà, c'est un gros pavé dans la mare, et c'est vraiment un appareil photo qui sera très très bon. Après, hein, bien évidemment, si vous hésitez à aller chez Fuji, moi je vous dirais quand même, chez Panasonic, je vous dirais d'attendre un petit peu que l'appareil photo soit un petit peu plus raffiné, un petit peu plus âgé, et qu'il y ait peut-être des firmware pour améliorer l'autofocus, parce que dans certains cas, niveau logiciel, c'est pas encore trop ça. Mais déjà là, c'est vraiment très très bien. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vais pas beaucoup plus parler du S5 Mark II et du S5 Mark II X, deux appareils photo qui vont être très très bien, qui révolutionnent pas grand-chose au final, mais qui font les choses tellement bien à leur niveau et à ce prix-là que bah, ils se vendront vraiment très très bien. Et je pense que ça va un peu redistribuer les cartes et permettre à la fois à Panasonic et aussi à Sigma de pouvoir vendre beaucoup plus d'optiques, et ça sera intéressant de voir leur évolution. Donc je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo, j'espère pas trop saturée, du Fujifilm X-H2.